Ok, écoutez, bonjour à tous. Cédric Girard, je suis directeur des sociétés Siom et Chouette et j'interviens aujourd'hui plus précisément sur Siom pour laquelle je me suis gardé également la casquette d'avant-vente. Je suis épaulé aujourd'hui par deux personnes, donc Manuel Gonzal, notre directeur commercial, Bonjour à et, tous. et Mehdi, donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Mehdi Belaïdi, Sales spécialiste chez OVH Cloud. J'accompagne les entreprises dans leurs projets cloud, notamment sur les projets Nutanix. Si Mehdi. Alors, je vais du coup partager mon écran. Tac. Voilà, c'est OK pour tout le monde? Oui, on voit bien l'écran. Ok, super. Donc aujourd'hui, on fait un petit focus sur des questions qui nous sont énormément demandées ces derniers temps, notamment par rapport au contexte lié à VMware et toutes les émulsions financières que ça peut engendrer d'un point de vue projet. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer aujourd'hui comment on peut migrer sur des plateformes Nutanix, comment on peut migrer notamment vers des plateformes de cloud privé, à savoir comment vous allez déplacer plus précisément vos applications, vos machines virtuelles, vos serveurs de votre siège vers du data center, vers des offres, par exemple chez OVH à base Nutanix puisque le OVH aujourd'hui est le premier acteur et hébergeur français à promouvoir des offres packagées avec du Nutanix. Avant cela, je vais juste vous faire un tout petit débrief très rapide pardon, sur ce qu'est Siom. Alors, Siom, société qui a été créée en 2013, on est hyper spécialisé sur tout ce qui est Nutanix, IQ, Cato Networks. Avec une solution de supervision chouette. Contrairement à nos autres confrères à aujourd'hui, on ne propose en fait que ces solutions-là. Donc, depuis une dizaine d'années, sur lesquelles on s'est hyper spécialisé. On rayonne un petit peu partout en France, mais également au-delà. On a tout le spectre de certifications qui vont bien avec les plus hauts niveaux sur les technologies que l'on vient d'aborder. On rayonne un petit peu partout, principalement et bien évidemment en France, mais également Pologne, Maroc, Guyane, Martinique, Polynésie, sur lequel on a une vision qui est relativement simple et qui est calée aujourd'hui chez n'importe lequel de nos clients, à savoir une plateforme Nutanix basée sur de l'hyperconvergence qui va pouvoir vous amener en fait du cloud entreprise, aussi bien chez vous que chez OVH, que chez de l'Azure, que chez de la AWS, peu importe. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme pour gérer la totalité de son SI. Un SI aujourd'hui est constitué de plusieurs briques, hein, bien évidemment, et ce depuis un petit moment maintenant, de beaucoup de machines virtuelles, mais pour autant derrière, on a également des besoins sur des services de fichiers, sur de la database as a service, sur des containers, sur du stockage objet, etc., etc. Comment j'articule la notion de disaster recovery avec toutes ces briques-là, avec une démarche d'orchestration, d'automatisation, de marketplace d'entreprise, protégé bien évidemment par, si vous le souhaitez, de la micro-segmentation sur site. Alors, on pourra y revenir. On a des webinaires qui font l'objet sur chacune de ces briques. Et l'idée, c'est de pouvoir protéger d'un point de vue réseau, d'un point de vue LAN, directement sur une plateforme résiliente qu'est Nutanix, au travers d'une couche de micro-segmentation qui vous permet de firewalliser d'un point de vue application l'entièreté de votre SI. On protège l'ensemble avec les solutions IQ qui vont pouvoir venir backuper toutes les infra Nutanix, quelle que soit leur localisation géographique, protégées par un périmètre d'une plateforme SASI qui va vous permettre derrière, d'un point de vue connectivité, euh, firewalling de n'importe lequel de vos ressources au travers d'une seule et même plateforme. L'idée, c'est également de pouvoir externaliser tout ou partie de vos sauvegardes sur du stockage S3 type Wasabi et bien évidemment en sauvegardant également du Microsoft 365 au travers de la même solution IQ qui permet en plus de sauvegarder d'autres briques en mode SaaS, type Salesforce, type Jira, type Okta, etc. etc. Bon, l'idée, c'est de pouvoir, chez nous, proposer à nos clients l'entièreté de cette philosophie qui est mise en avant, sur lequel on a développé un produit qui va vous permettre de monitorer l'ensemble de votre SI, l'ensemble de vos différentes plateformes, au travers d'un seul et même outil qui va vous restituer votre SI directement en 3D.
Bien évidemment, on va faire de la MCO jusqu'à de l'astreinte 24-24-7-7 sur l'ensemble des technologies qu'on vous propose aujourd'hui. Et on propose, depuis la sortie d'OVH Cloud, de ces offres Nutanix, l'hébergement de vos SI ou tout ou partie de votre SI, puisqu'il y en a qui ne le prennent que dans un contexte de plan de reprise d'activité pour commencer, mais les offres et les produits OVH Cloud qui permettent de se baser sur l'expérience et l'expertise ainsi que la globalité de la map monde en termes de déploiement d'infrastructures, de déploiement d'offres Nutanix au travers les data centers d'OVH qui ont aujourd'hui la particularité d'avoir énormément de bandes passantes et un portfolio euh, de location en fait de cluster Nutanix qui est relativement intéressant. Et ça, je vais laisser Mehdi en parler juste après. Bah, du coup, Mehdi, je vais te laisser la parole. Allons-y, je vais partager l'écran. Partage désactivé. Tu peux me repasser animateur? Ouais, je peux le faire. Mehdi, hop. Voilà, ça doit être bon pour toi. Voilà, exactement. Et voilà, donc normalement vous devriez voir l'écran. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais rapidement parler de la solution Nutanix en OVH Cloud, représenter OVH pour faire une introduction sur l'entreprise. Donc OVH Cloud en bref, c'est aujourd'hui le leader mondial européen de l'hébergement cloud. On a 40 data centers dans 9 pays aujourd'hui, 1,6 million de clients, un chiffre d'affaires qui, euh, qui est aux alentours de 900 millions d'euros et en croissance pour l'année à venir. 2900 collaborateurs dans le monde et aujourd'hui nous sommes un acteur donc mondial, hein, bien que français bien sûr. On a encore une bonne partie du chiffre d'affaires qui est fait en France, à peu près un peu plus de 40%. Mais on a quand même tendance à augmenter notre empreinte partout dans le monde. Donc, OVH Cloud, le différenciateur, et ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui à ce point, et d'être un réel challenger des hyperscalers, c'est notre business model intégré, verticalement intégré, comme on dit. On gère l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de la production des serveurs à la mise en production du serveur, donc pour nous, à la livraison des clients dans nos data centers, c'est géré par OVH Cloud. Donc, on fabrique nos serveurs, on assemble, donc on commande des pièces, on fabrique aussi des pièces du serveur, par exemple les boîtiers métalliques notamment, mais aussi tout ce qui est système de refroidissement, water cooling, etc. On va aussi utiliser, pour faire baisser notre empreinte carbone sur la construction, on va utiliser aussi, on va rénover des bâtiments, les mettre aux dernières normes pour pouvoir accueillir notre infrastructure de data center. Donc, c'est ce qui nous permet d'être très flexible et d'avoir un cost effectif, donc un ratio prix-performance unique sur le marché. Donc, performance et agilité, prix prédictif avec le réseau, par exemple, qui est inclus dans l'offre, des factures qui sont les mêmes mois après mois. Un contrôle des coûts avec donc des prix très agressifs sur le marché. Et une innovation. On est en constante innovation. On dépose des dizaines de brevets tous les ans pour pouvoir encore améliorer, par exemple, la consommation énergétique de nos serveurs. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. À gauche, vous avez une photo d'un data center OVH Cloud et à droite, on voit une baie une baie horizontale, hein, comme on les appelle, qui permet de racker nos propres serveurs dans cette baie qui est fait maison, hein, qui est brevetée pour une partie du système. On a aussi des serveurs, par exemple, cliquables. Donc là, on va pouvoir directement aller racker le serveur dans la baie et cliquer tout ce qui est la connectique pour le water cooling. Ça, c'est des innovations. Vous pouvez bien sûr consulter des vidéos sur YouTube pour faire une visite en 360 de nos data centers et de notre site de production qui est basé à Croix et un deuxième à Beauharnois pour tout ce qui est Amérique du Nord. Donc voilà, rapide introduction.
On pourra en parler des heures d'OVH Cloud, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet de Nutanix en OVH Cloud. Donc, l'offre, comment elle a été construite? L'offre, c'est l'objectif de l'offre, c'est vraiment de mêler le meilleur des deux mondes, donc le côté infrastructure de VH Cloud, la flexibility du cloud, avec le mastodonte de l'hyperconvergence. Aujourd'hui, on parle presque plus d'hyperconvergence parce qu'on est déjà passé à un niveau supérieur. On parle d'une cloud platform, Nutanix Cloud Platform, donc comme l'a expliqué Cédric, qui permet de gérer votre infrastructure d'une manière la plus simple possible. Donc, c'est un panneau de contrôle, un manager qui permet de gérer plusieurs cibles, plusieurs sites. Et donc, on parle aussi de cloud hybride cloud, multi-site. Donc, on peut vraiment habilement manager du on-premise, du cloud et d'autres systèmes partout où vous le voulez. Donc, votre cloud où vous le voulez. Des serveurs certifiés Nutanix, comme les autres acteurs constructeurs, Dell, Lenovo, HP, on a un niveau de certification qui vous assure le support à 100% du matériel. Une offre non managée, donc on est dans le vif du sujet aujourd'hui avec notre partenaire Siom. C'est une offre non managée. On a fait le choix de mettre cette offre en non managée pour que vous puissiez choisir votre partenaire et aussi profiter à 100% des fonctionnalités de l'offre. C'est important de le dire, parce qu'on a une offre concurrente VMware managée, hein, mais voilà, le management a aussi ses limites dans l'utilisation du produit. Donc, notre offre Nutanix s'inscrit dans notre univers Hosted Private Cloud. Donc, c'est l'univers, on va dire, plus où la cible, ça va être les entreprises de toute taille avec des logiciels à forte valeur ajoutée comme Nutanix. Donc, tout ça dans le Verac. Le cluster sera livré dans le Verac. On verra rapidement l'architecture. Mais le Verac, c'est votre réseau privé virtuel qui vous permet aussi de connecter l'ensemble des solutions OVH entre elles. Vous pouvez aussi faire du multi-data center dans ce Verac sans autres frais. Donc, tout inclus dans la solution. Dans l'offre Nutanix en OVH Cloud, nous proposons deux modèles de consommation de l'offre. Un modèle package avec la licence incluse et un modèle bring your own license avec votre propre licence. Donc, vous pouvez ramener vos licences que vous avez déjà ou vous pouvez déjà acquérir d'autres licences avec les solutions que vous voulez. Donc, on a une différence. Effectivement, en package, on va être sur un modèle tout compris où la licence sera incluse et je vais pouvoir consommer quand je le veux au mois minimum ma solution. Et en Bring Your License, on est sur un modèle où vous ramenez votre licence, donc avec toutes les options que vous avez achetées précédemment. Donc, dans les deux cas, on est sur une offre pré-déployée, donc prêt à être utilisée en quelques heures. En quelques heures, ça veut dire que nous, en data center, on va pré-racker des serveurs, donc des serveurs sont prêts à être installés. Et en 2 heures, vous allez avoir accès à votre cluster Nutanix. Donc, c'est 3 nodes minimum pour être en compliance avec les recommandations Nutanix. Donc, c'est 3 nodes minimum qui vont faire le cluster. Et ensuite, vous pouvez faire plusieurs clusters et consommer l'offre comme vous en avez besoin avec plusieurs data centers ou du cloud hybride avec du on-premise, etc. Donc, rapidement, et pour terminer l'architecture, on va surtout retrouver une bande passante publique de 10 gigas entrante et sortante qui est inclus dans l'offre. Donc, comme on le dit, unlimited, unmetered, donc illimité et non métré. Hein, donc, vous pouvez utiliser 100% de la bande passante. Ça ne vous coûtera pas plus cher. On a aussi des options de connectivité directe, qu'on appelle OVH Code Connect, où on va pouvoir aussi connecter votre site on-premise. Pour la partie matérielle, on va être sur des serveurs de type high grade aujourd'hui. Donc, c'est des serveurs où on va pouvoir vraiment modifier et choisir la configuration. On va pouvoir passer de 32 cœurs à 48 cœurs, de la RAM de 192 à 1 Tera 5 et pour les disques de 6 x 4 Tera SSD à 24 x 4. On va pouvoir upgrade les nodes aussi, commander un node en plus.
retirer le node qu'on a commandé en plus, donc ce scale up, scale down. On va pouvoir aussi upgrade l'entièreté du cluster. Donc, c'est vraiment une offre très flexible. Les scales qui vont arriver courant de l'été, qui vont permettre de faire des clusters plus petits, donc pour répondre à des besoins plus petits que les serveurs précédemment observés, les HCI. Et donc là, on sera sur du monosocket 16 cœurs à partir de 16 cœurs, et ce qui va permettre de, voilà, de répondre par exemple à des besoins de DR où on n'a pas besoin de la quasi-totalité du parc informatique disponible instantanément, et on aurait besoin par exemple que de sauvegarder les VM critiques. Donc ça, c'est des use cases qu'on peut étudier bien sûr avec Siom. Et donc les major use cases, donc j'en ai parlé aussi rapidement, c'est le move to cloud, bien sûr, comment vous aider à aller dans le cloud avec la meilleure simplicité, la plus grande simplicité. Donc, c'est Nutanix, la boîte, de cloud platform, la plateforme d'entreprise, le cloud d'entreprise qui vous permet de gérer facilement vos workloads. Les disaster recovery plans, par exemple, vous êtes déjà client Nutanix, vous cherchez à vous étendre ou à faire un plan de continuité d'activité. Vous pouvez simplement commander un cluster Sauvage Cloud et le connecter en quelques minutes. Et le on-demand elasticity pour des besoins de saisonnalité, par exemple, où vous allez pouvoir consommer un cluster au mois et voilà, le résilier à la fin du mois. On a aussi un modèle d'engagement longue durée. On peut aller jusqu'à 5 ans d'engagement pour, bien sûr, avoir des prix encore plus agressifs. Voilà, merci Cédric, je te laisse la main, j'arrête le partage et je te passe tout de suite animateur. C'est super sympa de ta part. Alors, hop là. OK. Parfait. Euh, L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de vous présenter comment vous allez pouvoir factuellement migrer les applications que vous pourriez avoir chez vous, alors sur un cluster VMware, sur un cluster Hyper-V, peu importe, les déplacer sur une plateforme Nutanix, voire s'étendre sur du Nutanix avec OVH et essayer de balayer un petit peu tous les cas d'école. Dans la plateforme de services que propose Nutanix aujourd'hui, on y retrouve différents composants dont on a commencé à aborder tout à l'heure la notion, bon, bien évidemment, de machine virtuelle, mais pourquoi pas de containers, de services de fichiers, de marketplace d'entreprise, de database de services. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de faire un focus plus spécifiquement sur, hop là, sur ces briques-là, en sachant qu'on va balayer très rapidement la notion de fichier, à savoir comment je peux migrer mes services de fichiers sur une plateforme cloud native, et plus précisément comment je vais pouvoir migrer de la machine virtuelle, comment je vais pouvoir migrer facilement, sans contrainte réseau, de mon data center chez moi vers OVH, comment je peux potentiellement faire du plan de reprise d'activité, etc., etc. Je vous invite à poser vos questions directement dans la session, dans la brique questions-réponses de la session Zoom d'aujourd'hui. Tout au long, en fait, de la présentation, on essaiera d'y répondre en, en fin de session. Aujourd'hui, comment je migre vers Nutanix? Alors, bien souvent, les cas qu'on rencontre le plus communément, c'est bah, j'ai ma base VMware qui est déjà installée, ou ma base Hyper-V, peu importe, j'ai besoin de la migrer vers Nutanix. Pour autant, derrière, on peut avoir des besoins, et ça a été le cas chez quelques clients, notamment l'année dernière, qui ont fait le choix de migrer vers Azure ou vers AWS et qui, lorsqu'ils ont compris la logique des coûts, ont été obligés de faire machine arrière puisque la maîtrise budgétaire n'était pas au rendez-vous. L'idée pour simplifier tout ça, Nutanix a mis à disposition un petit composant qu'on appelle Nutanix Move, qui va permettre tout simplement de bouger vos machines virtuelles, vos différentes instances en fonction de leur localisation géographique, directement sur une plateforme Nutanix, qu'elle soit hébergée chez vous, en data center, chez OVH ou même chez Azure ou Amazon, parce qu'on peut également consommer du Nutanix sur ces deux plateformes de cloud public. Et donc, l'idée tout simplement, c'est comment je vais pouvoir migrer facilement ces workloads, mais pour autant, Nutanix Move permet également de pouvoir intégrer la notion de file server, c'est-à-dire qu'avec ce produit, vous allez pouvoir importer les différents shares de votre ou vos file servers
qui sont déjà en place directement sur la plateforme de service de fichiers qui est Nutanix Files aujourd'hui sur un cluster Nutanix. On va plus précisément faire une petite démo de manière très factuelle hein, sur quelques VM sur un ESXi, comment je vais pouvoir les déplacer sur un cluster Nutanix qui n'est pas sous ESX, hein, mais sur Nutanix AAG. On va passer directement à la petite démo qui va bien. Hop là, je vais vous faire basculer mon écran ici. Donc on a ici le petit composant qui s'appelle Nutanix Move, pour lequel j'ai défini différents environnements, qu'ils soient source ou destination, hein, peu importe. Alors, je ne l'ai pas forcément précisé, mais autant il est très facile de migrer de VMware vers Nutanix, mais on peut également, avec le même produit, faire l'inverse, hein, si toutefois il y avait des besoins divers et variés. Donc, j'ai déjà défini au préalable mes environnements sur lesquels je vais travailler. On va y retrouver notamment le SX dont on parle, mais d'une manière. Alors, est-ce que je peux. Voilà. Je vais vous le montrer ici, ce sera beaucoup plus parlant d'un point de vue 3D. Donc, on est dans notre outil de supervision chouette qui représente aujourd'hui et qui cartographie en fait directement n'importe quel SI. On y voit ici notamment le petit serveur SX qui va nous intéresser, pour lequel derrière, on a quelques machines virtuelles qui sont symbolisées ici. Donc, on a une Debian 11, on a un serveur en 2016, un serveur en 2019. L'idée, c'est de migrer ces machines virtuelles directement sur une plateforme sur le même site, sur un cluster Nutanix qui s'appelle DemoB à aujourd'hui, sous Nutanix AHV. Donc Nutanix Move, j'ai mon hyperviseur source dans lequel j'ai mes quelques VM et j'ai mon hyperviseur ou plutôt mon cluster de destination qui s'appelle DemoB. Donc je vais créer ce qu'on appelle un migration plan pour lequel je vais lui donner un petit nom, à savoir qu'un plan de migration aujourd'hui peut contenir entre allez, 1 et 40 VM d'un coup. Je vais choisir du coup mon VMware. Ma target, ça va être mon cluster Nutanix sous AHV. Je vais choisir l'équivalent d'un data store qui s'appelle un container chez Nutanix. Et c'est parti. Donc ici, j'ai quoi? J'ai la totalité des VM présentes sur le SX. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais prendre le serveur WS 2019, qui est un serveur sous Windows Server 2019, et une petite Debian, histoire d'avoir un petit peu euh, d'exotisme hein, dans cette migration. Je fais Next. Je vais lui définir du coup le mappage, notamment au niveau des cartes réseau, plus précisément au niveau des VLAN. Donc là, bon, j'en ai qu'un seul, donc c'est relativement simple dans ce scénario-là. Bon, l'idée, c'est de vous montrer comment va s'opérer la migration, mais je peux également définir en fait des VLAN de test. C'est-à-dire que derrière, avant de migrer la vraie opération de migration qui va déplacer mes machines virtuelles d'un cluster à un autre, je peux également tester cette migration sans pour autant éteindre la notion de machine virtuelle sur le cluster source. Donc, ça ne va pas être le cas à aujourd'hui. Donc l'idée, tout simplement, c'est que Nutanix Move va venir automatiser tout le processus de migration. Donc, comment on va faire? On va lui donner quelques opérations qui sont spécifiques à mon plan de migration. Je peux lui dire, si je le souhaite, de retenir les adresses IP statiques qui sont présentes sur chacune des VM sources, ou alors je peux très bien lui dire, je retire cette partie-là, et mes VM vont toutes redémarrer en DHCP sur le cluster et donc le réseau de destination. Je peux également lui dire de désinstaller sur les VM qui vont être déployées sur Nutanix la notion de VMware Tools, histoire d'avoir des machines quand même relativement propres, etc., etc. Je peux également donc préciser les credentials qui vont me permettre d'installer ce qu'on appelle les Virtio, donc les drivers qui sont propres à Nutanix, l'équivalent des VMware Tools sur de l'ESXi, en précisant notamment des comptes d'administrateurs qui sont autorisés à installer des drivers pour nous, pareillement sur la partie Linux, en sachant que côté Linux, à partir des noyaux 2.4, vous avez déjà les Virtio qui sont intégrés dans le noyau. OK.
Je peux également, si je le souhaite, parce que quand on a un lot de 40 VM, il se peut que sur ces 40-là, on ait peut-être une ou deux qui spécifiquement ont besoin de changer le paramétrage, diminuer la RAM, augmenter le nombre de vCPU, etc., etc. Donc, je laisse tout en automatique pour cette fois-là. Je peux également préciser si je retiens la MAC adresse entre la VM source et la VM de destination, pour différentes raisons qui peuvent être soit applicatives ou tout simplement pour conserver l'exactitude du schéma de migration. Je peux également programmer, si je le souhaite, et planifier ce qu'on appelle le data seeding, c'est-à-dire que la première fois, la première réplication peut prendre un certain temps, peut consommer de la bande passante en fonction de si mon plan de migration implique une migration au travers d'un réseau WAN, sur lequel on n'a pas forcément énormément de bande passante. Donc je peux le planifier et dire par exemple, je vais commencer ma migration à partir de 20 heures le soir pour ne pas surcharger ma bande passante en journée. Derrière, un petit next qui va nous permettre du coup d'avoir un petit récapitulatif et donc déterminer une synthèse du plan de migration. Donc tout ça, encore une fois, calculé directement par Nutanix Move. Et vous allez retrouver cette philosophie dans la plupart des consoles Nutanix, hein. Vous exprimez votre besoin au travers de cette console en HTML5, hein. Encore une fois, il n'y a pas besoin de client lourd pour y arriver. Et c'est Nutanix qui s'occupe du reste. J'ai ma petite synthèse, je fais Save and Start et c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'ici, il y a un plan de validation. Pardon, excusez-moi, je ressors d'un petit épisode Covid, mais ça devrait s'arranger. Donc, Nutanix Move va venir valider le plan de migration, donc va refaire un check sur la totalité des éléments qu'on a pu lui paramétrer. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. On voit que dans ce plan de migration-là, on a deux VM qui sont ici, et on va tout simplement voir ce qui se passe dans la partie in progress. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit que ces deux VM-là sont en train de se faire préparer par Nutanix Move en créant des snapshots, donc à base de CBT, puisque l'idée, hein, c'est de pouvoir créer un premier snapshot côté VMware, donc via le CBT qui est le Change Block Tracking, va permettre notamment entre plusieurs snapshots de pouvoir répliquer uniquement le différentiel entre les snapshots qui pourraient prendre un certain temps. L'idée, c'est de pouvoir préparer un plan de migration et de ne l'activer qu'à la demande. Typiquement, vous pouvez le lancer maintenant, il peut être prêt dans quelques minutes, mais ne le lancer, par exemple, que ce soir. Pour autant, derrière, les VM vont continuer à vivre leur vie sur la partie source. Et donc, derrière, l'objectif, c'est de pouvoir euh, déterminer lorsque l'on veut migrer effectivement la donnée, donc c'est-à-dire éteindre la VM source, répliquer le delta de données modifiées et la réallumer sur le cluster destination. Donc là, on va voir que, notamment sur le cluster destination, les VM ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Donc, pour rappel, hein, les VM s'appellent Debian 11 et WS 2019. Donc, on voit ici au travers de la console Prism centrale que les VM ne sont pas encore présentes. On voit effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui commencent à se produire. Là, on voit le temps de copie du snapshot VMware vers la partie Unix qui est en train de s'opérer. Il faut savoir que lorsque vous faites une copie, alors on a déjà la Debian 11, hein, qui est une toute petite VM qui est migrée, on va la voir juste après, mais je voulais préciser le fait que la différence entre un vDisk VMware et un vDisk Nutanix AHV sont quasi inexistantes, hein. C'est juste vraiment les blocs de métadonnées qui font la partie métadonnées du vDisk qui vont changer de l'un à l'autre. La partie brute en tant que telle ne change absolument pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, ici, notre VM Debian 11 est déjà ou ne va pas tarder à arriver, puisque le plan de migration à aujourd'hui fait que derrière, si je le ferme, on voit qu'on a déjà une VM qui est prête à être migrée sur la partie Nutanix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit qu'elle est en statut ready to cutover. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est toujours présente et allumée sur mon note VMware, mais que derrière, j'ai juste à faire OK, je sélectionne ma VM, je fais cutover. Tiens, allez, on va faire.
la partie WS 2019 en même temps. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Nutanix Move va tout simplement faire quoi? Va tout simplement éteindre du coup les VM qui sont sur la source, va faire un dernier snapshot, va transférer le delta de blocs de données modifiés entre les deux, entre le snapshot initial et le dernier qu'il a fait, puis réveiller l'AVM sur le cluster de destination. Donc derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on va le voir d'ici peu, on va voir notre VM Debian 11 qui est directement allumé et on doit avoir notre... Alors, on ne devrait pas tarder à la voir arriver. Notre VM WS 2019 qui va être également réveillé sur... Je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. Ça ne saurait tarder. Mais l'idée, c'est de constater que Nutanix Move s'occupe de tout pour vous. D'accord? Si derrière, on prend la notion de Debian qui est ici, je peux lancer directement la console en HTML5 et je vois que mon OS est démarré. D'accord? Là. Je vais juste vous montrer que ma VMWS 2019, voilà, est bien arrivé également sur mon cluster Nutanix. Donc encore une fois, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'intégration des drivers pour la partie disque, des drivers sur la partie réseau, mais c'est Nutanix Smooth qui s'est occupé de tout. Donc mes VM, du coup, ont bougé de cluster. Par contre, elles sont toujours présentes mais éteintes sur le SXI. C'est-à-dire que si toutefois il y avait un problème quelconque, vous avez la possibilité de redémarrer vos VM euh, une fois qu'elles ont été éteintes. OK? Je reviens du coup, hop là, sur ma présentation. Donc, on a vu le cas, je ne veux pas dire le plus facile, mais l'idée, c'est de voir que l'exercice de migration, que ce soit de l'Hyper-V, d'un ESXi, d'AWS ou de Azure, de migration vers une plateforme Nutanix est relativement simplifié. Pour autant, derrière, il peut exister d'autres scénarios de migration. Alors, on va voir du coup des choses un petit peu plus touchy, notamment avec des scénarios qui sont relativement différents. À savoir que vous avez déjà un cluster Nutanix sur site, vous souhaitez migrer vers un cluster Nutanix chez OVH. Bien évidemment, il y a une partie réseau qu'il est nécessaire de travailler. Pour autant, derrière, une fois que cette partie réseau est mise en place, une fois que les clusters peuvent discuter entre eux, bah, il va falloir répliquer de la machine virtuelle. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de faire de la réplication asynchrone à intervalles réguliers, ça peut être toutes les heures, toutes les 4 heures, tous les jours. On peut également faire ce qu'on appelle du near sync, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du synchrone, mais on descend en dessous l'heure. OK? Et vous avez possibilité également de faire de la réplication synchrone. La réplication synchrone nécessite notamment un lien de niveau 2 avec une latence inférieure à 5 millisecondes. Typiquement, on entend beaucoup parler, notamment chez OVH, de possibilités de réplication synchrone, notamment entre Roubaix et Gravelines, qui vont vous permettre sur le même VRAC de connecter vos deux clusters Nutanix qui sont suffisamment éloignés pour opérer et réfléchir à un plan de reprise d'activité. Bien évidemment, on fait exactement la même chose sur les offres NC2, mais l'idée, c'est de balayer les différentes méthodes de réplication d'un cluster à un autre pour, pourquoi pas, lorsque vous avez un morceau de votre SI sur site, pouvoir soit déployer votre PRA chez OVH, soit, et on va le voir sur les slides qui suivent, migrer une partie de vos applications présentes sur des mêmes subnets directement chez OVH. Donc l'idée, alors il peut y avoir hein, beaucoup de granularité sur des scénarios de migration chez OVH, mais l'idée c'est d'avoir sa société Contoso qui a ses différents subnets, qui a ses différentes machines virtuelles, qui a son cluster Nutanix pour lequel on opère de la réplication à intervalles réguliers de ces machines virtuelles en production directement sur un cluster OVH qui, dans ce scénario-là, n'est utilisé que par la partie plan de reprise d'activité. L'idée, c'est quoi? C'est de, pour vous, identifier quels sont les leviers majeurs sur lesquels il faut porter une attention particulière pour qu'un plan de reprise d'activité se réalise correctement. Donc, tout simplement, on a nos machines virtuelles que l'on veut déplacer soit dans un contexte de PRA, soit dans un contexte de migration one-shot directement chez OVH. Donc, bien évidemment, euh, ça disparaît du site source.
La réplication, du coup, ne s'opère plus, mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va réveiller avec une certaine orchestration, une certaine automatisation qui a été prévue dans un scénario de plan de reprise d'activité et qui vont permettre de séquencer, de redémarrer par vague vos différentes VM directement sur des VLAN de production. Donc ça, jusque-là, pas de souci. C'est très facile de réveiller des VM aujourd'hui chez OVH. Pour autant, derrière, vous avez dans cette société Contoso des sites distants qui, eux, bah, d'un point de vue réseau, sont déjà préconfigurés pour avoir des flux réseau pointant sur le site source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, quand vous avez réveillé vos VM chez OVH, il vous faut aussi penser à rediriger vos flux réseau, soit opérés par votre opérateur MPLS, soit au travers, comme on le fait chez la plupart de nos clients, une plateforme SASI type Cato Networks, qui vont vous permettre vous-même de rediriger du coup les flux réseau directement au bon endroit. L'idée, c'est de garder le même adresse IP, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de changer euh, des ranges IP sur des applications qui sont déjà en place et de faire en sorte de rediriger les flux réseau directement au bon endroit. Donc là, l'idée pour nous, c'est de vous proposer du Cato Networks qui est capable de faire ce genre de choses. Donc là, on est plutôt dans un contexte de migration one-shot de son SI. Donc ça veut dire qu'il faut quand même, en fonction de la quantité d'applications, de la quantité de machines virtuelles, penser à tous les cas d'école en termes de redirection réseau qui seraient nécessaires pour que vos utilisateurs finaux puissent accéder au SI. Exercice qui peut être relativement compliqué. Donc l'idée, c'est de voir et de dépeindre quels sont les scénarios qui en découlent, qui seront peut-être beaucoup plus souples, moyennant une réflexion sur la partie réseau un petit peu plus aboutie. Derrière, si on reprend ce contexte de migration, vous allez pouvoir nous dire, ben, OK, c'est bien beau de faire, d'activer et de faire un one-shot. Par contre, comment je fais pour préparer, comment je fais pour m'assurer, histoire que lorsque je vais opérer cette migration, tout se fasse correctement. Vous avez la possibilité, notamment avec Nutanix, de pouvoir tester votre PA, de tester votre plan de migration. Comment? Tout simplement, avec ce même contexte de réplication, on est capable de lancer un mode test de PRA, un mode test de migration, qui vont vous permettre, en parallèle de votre production, de redémarrer vos machines virtuelles, non pas sur des VLAN de production, mais directement sur des VLAN qui vont être dédiés à cette partie test. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va doublonner le nombre de VLAN sur le site de destination pour la partie test. Et donc, avec le même scénario, vous allez pouvoir, bah, du coup, redémarrer votre SI sur le cluster de destination en parallèle de votre production pour déterminer si effectivement votre SI redémarre correctement avant de changer toute la partie flux ou WAN pour rediriger correctement vos utilisateurs finaux directement au bon endroit. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement confortable et d'autant plus simple puisque une fois que vous avez terminé de faire votre test, vous avez juste une simple fonction qui s'appelle cleanup qui vont vous permettre d'effacer ce que vous avez sur le cluster de destination tout en maintenant la réplication en continu en tâche de fond. OK? Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions ouvertes dans la section questions-réponses. Et puis, un autre scénario que je voulais vous montrer, parce qu'il est quand même relativement intéressant et plutôt confortable, même si côté réseau, on a quand même du paramétrage supplémentaire à faire. C'est de se dire, ben, OK, je souhaite migrer mes VM. Par contre, je ne souhaite pas faire tout d'un coup, mais je voudrais migrer juste une partie de mes VM et non pas la totalité. Donc là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Eh bien, on est capable de faire ce qu'on appelle du VXLAN, c'est-à-dire qu'entre deux clusters Nutanix, on va étendre des subnets, donc qui sont précisés ici, hein, euh, qui pour l'un, donc le 192.168x quelque chose, est redirigé vers le site de Contoso, alors que le 10.x est redirigé vers OVH. Donc c'est-à-dire que j'ai mon SI qui est réparti sur deux sites complètement différents et les VM, quelle que soit leur localisation géographique, vont pouvoir discuter entre elles sur les deux subnets. Donc on va étendre d'un point de vue IP deux subnets pour faire en sorte de pouvoir se faciliter la vie, puisque du coup on va pouvoir conserver les mêmes adresses IP sur les deux sites, même si derrière on a scindé, si je puis dire,
les VM appartenant à un même subnet entre deux sites géographiquement et éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, je vais vous faire une petite démo justement à ce sujet pour vous montrer un petit peu la souplesse du produit. Hop. Alors, euh, donc nous avons ici notre cluster MOB sur lequel on va avoir un certain nombre de machines virtuelles et je vais du coup prendre la main sur la partie OVH sur laquelle je vais me reconnecter de suite. Ah, tac, tac, tac. OVH. Je vais prendre la main ici. Je tape mon mot de passe qui va bien. OK, donc je me retrouve chez OVH, sur lequel j'ai plusieurs machines virtuelles qui sont en train de discuter entre elles. On a notamment SQL 01 et SQL 02 qui sont sur le même subnet et pour lequel, du coup, je vais déplacer SQL 02 directement sur mon cluster on-prem, d'accord, qui sont espacés de plusieurs centaines de kilomètres. Donc j'ai mon SQL 01, SQL 02 qui n'existe pas, du coup, sur mon cluster on-prem. Et donc, je vais demander tout simplement, et au préalable, je vais quand même vous montrer que tout ça, c'est pas, non pas que du chiquet, mais que du pipeau, et sur lequel, sur SQL 01, j'ai lancé des pings en continu. C'est-à-dire que ici, je ping mon SQL 02 et ici, je ping ma gateway. Je vois qu'effectivement, j'ai des temps de réponse inférieurs à 1 milliseconde, donc je suis effectivement sur le même subnet. Donc derrière, je reviens du coup sur mon cluster on-prem et je vais créer ce qu'on appelle un recovery plan. C'est-à-dire que derrière, c'est comme un plan de reprise d'activité, hein, je vais déplacer un workload, euh, je vais l'appeler démo, directement euh, non, du cluster OVH vers mon cluster on-prem. Je vais choisir là où les VM, alors, recovery sequence, oh, pardon, je ne l'ai pas fait au bon endroit. Excusez-moi, c'est ici qu'il faut que je le fasse. Hop là. Je vais créer mon recovery plan démo pour lequel je vais prendre mon local AZ vers mon cluster on-prem, donc de OVH vers mon cluster sur site. Je vais sélectionner du coup ma VM SQL 02. Alors, je pourrais prendre aussi des catégories de VM. Je pourrais prendre toutes mes VM Active Directory, DNS, voilà, tout ce qui est lié à l'exploitation. Ensuite, des serveurs de base de données, etc., etc. Bon, bref, là, l'objectif, c'est de vous montrer que derrière, je vais prendre une seule VM pour lequel je suis capable également de lancer des scripts post et pré-migration directement dans la VM. Je vais sélectionner ma VM. Je vais du coup choisir comment je vais faire le mappage entre les subnets d'OVH et les subnets on-prem. L'inverse est vrai également. Donc là, cette VM-là est sur mon Virtual Network Blue et j'ai créé l'exact jumeau de mon Blue directement on-prem. Ok. Je vois ici également que si je souhaitais tester ce genre de choses, je peux le faire sur des VLAN différents. L'objectif, c'est de vous montrer quand même comment je migre et je déplace ma machine virtuelle de l'autre côté. Donc, bien évidemment, au préalable, la réplication de cette machine virtuelle est déjà de manière asynchrone réalisée en tâche de fond. Et donc, pour lequel, si je reviens hop, du coup, sur ma machine virtuelle, hop là, qui est ici, donc, tout se passe bien, ma machine virtuelle continue d'être accessible par SQL 01 sur le site de VH. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais du coup lancer mon failover, c'est-à-dire que Nutanix va faire en sorte pour moi de migrer la totalité des machines virtuelles présentes dans ce recovery plan directement. euh, alors, effectivement, je ne l'ai pas fait du bon endroit.
il faut que je le fasse, hop là, de mon cluster on-prem, sur lequel je vais retrouver mon recovery plan. Voilà. Donc, je vais réveiller, ou plutôt, je vais exécuter mon recovery plan, pour lequel je vois qu'il y a une VM à l'intérieur. Je vais le faire de mon cluster OVH vers mon cluster on-prem, qui sont séparés, encore une fois, de plusieurs centaines de kilomètres, et sur lequel j'ai configuré le fameux VXLAN que vous avez vu tout à l'heure. Je lance le failover. Bien évidemment, vu l'importance de l'action, je dois confirmer ça par écrit. Et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Nutanix donc, me met quelques petits warnings, parce que j'ai fait mumuse avec les adresses IP au préalable, mais ça peu importe. Je lance mon failover. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dépêcher d'aller regarder ce qui se passe côté euh, OVH. Je vois que mon SQL 02 est toujours présent ici, que mon SQL 02 n'est donc pas présent sur mon cluster on-prem. Et je vais du coup regarder ce qui se passe côté SQL 01. Donc là, je vois qu'effectivement, tiens, je n'arrive plus à pinguer mon SQL 02. OK? Donc là, qu'est-ce que Nutanix va faire en tâche de fond? Il va tout simplement permettre, pardon, il va tout simplement permettre de planifier et d'orchestrer l'extinction de la machine virtuelle SQL 02 de mon cluster OVH, de la basculer, de la reconfigurer et de la positionner correctement sur le bon réseau côté cluster on-prem et tout simplement de rallumer ma machine virtuelle. D'accord? On est dans un contexte de failover. Et là, on voit qu'effectivement, bah, tiens, ça y est, je commence à repinguer ma machine virtuelle. Par contre, je constate, je ne sais pas si vous l'avez vu, que ma latence est la même. Parce que faire un petit trajet de quelques centaines de kilomètres, bah, d'un point de vue fibre optique, ça fait consommer euh, un petit peu de latence supplémentaire. Mais je vois qu'effectivement, mon SQL 01, du coup, euh, peut toujours et à nouveau pinguer en fait ma machine virtuelle qui a été migrée directement sur mon cluster on-prem. Donc là, qu'est-ce que je constate? C'est que ben, sur mon cluster on-prem, ma SQL 02 est arrivé. Mon SQL 01 et je vais rafraîchir hop là, cette partie-là. Je vois que mon SQL 01 maintenant est tout seul, mon SQL 02 a disparu, mais que mon SQL 01 continue à communiquer avec mon SQL 02 sur le même subnet IP, alors qu'ils sont espacés de plusieurs centaines de kilomètres. D'accord? Donc là, on est vraiment arrivé au scénario le plus souple qui va vous permettre de déplacer, comme vous le souhaitez, vos workloads d'un cluster à un autre, moyennant, vous l'avez vu, quelques secondes d'interruption de service, le temps d'extinction et de redémarrage de l'autre côté. Et là, l'idée, c'est de constater que Nutanix vous permet, entre tous les scénarios de migration que l'on vient d'envisager, d'être suffisamment souple pour approcher la migration de votre SI le plus simplement du monde. OK? Je vais revenir du coup sur le schéma qu'on a suivi. Donc tout simplement, hein, on était chez OVH, on avait deux VM. Une VM a été déplacée directement sur le site de Contoso et on a pu du coup conserver le ping malgré la grande distance et le maillage réseau qui pouvait y avoir entre les deux. D'accord? Je suis à peu près bon dans le timing, c'est assez rare pour le noter. Je vous laisse du coup poser vos quelques questions. Donc, comme je vous le disais, hein, bien évidemment, faire attention à la latence. Il peut y avoir quelques applications, notamment dans le secteur industriel, qui demandent une latence très très faible, parce que l'application n'a pas été conçue en ce sens-là. Mais pour autant, vous voyez quand même que la facilité de migration s'opère à différents niveaux et qu'en fonction de la complexité de votre SI, on peut non pas faire les choses de manière one-shot, mais de manière relativement granulaire et accessible à tout le monde. OK? Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas pour le moment dans la section questions-réponses. Je vois par contre euh, un- quelque chose dans le chat. Hop là. Mm. C'est moi, Cédric, qui avait mis que D'accord. les questions étaient disponibles. Donc merci, bravo Cédric pour cette démonstration et n'hésitez pas à poser vos questions. Mais dis-toi, est-ce que tu souhaitais compléter par quelque chose? Non, on a bien vu la simplicité du produit.
c'est quand même quelque chose qui se fait directement via l'interface. On n'a pas eu besoin d'aller ouvrir des terminaux de commande et faire des actions particulières. Donc, je pense que au niveau produit, c'est très concret, hein. Le gain de temps dans la gestion d'infrastructures, dans la gestion pour vos équipes, pour la création de vos process aussi, vos procédures. Je pense que c'est un vrai atout d'avoir ce genre de produit quand on est DSI ou même quand on est dans l'exploitation au jour le jour d'un système d'information. En tout cas, hein, si vous avez même des questions a posteriori, n'hésitez pas. Vous aurez un petit questionnaire, hein, à la fin de ce webinaire, une fois qu'il sera terminé, auquel je vous invite à répondre. Euh, Vu qu'il n'y a toujours pas de questions, je pense qu'on a été relativement clair. On a essayé de dépeindre encore une fois la quasi-totalité des scénarios que vous pourriez avoir à imaginer pour une migration de votre infrastructure actuelle vers une plateforme Nutanix et ou chez OVH, hein, puisque vous pouvez très bien en avoir une partie chez vous, une partie en data center ou une partie, ou tout ou partie d'ailleurs, directement chez OVH. L'avantage notamment d'OVH par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir depuis quasiment une grosse dizaine d'années, c'est que toute la partie maintenance matérielle, maintenance réseau, le côté opérationnel des accès Internet, etc., est directement maintenu par les services de VH. Et ça, c'est vraiment un gros, gros plus, outre le fait de pouvoir euh, euh, complètement comment dire, se prémunir en fait de tout problématique d'accès à Internet ou autre. On a des bandes passantes à Internet qui sont quand même relativement intéressantes. On a la possibilité de se connecter à n'importe quel site, n'importe où sur le globe, hein. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Et on a des scénarios de migration qui conviennent à n'importe quelle typologie de tuyau, hein. Encore une fois, on est là aujourd'hui pour vous aider. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Exactement, on est disponible pour tous vos projets, hein, que ce soit migration vers le cloud ou cloud hybride, rénovation d'infrastructures. On peut vous accompagner aussi pour faire des évaluations financières de votre situation, voir les avantages du cloud ensemble, les avantages financiers aussi. Et donc, comme le disait Cédric, effectivement, aujourd'hui, s'affranchir de toute la partie matérielle et vous concentrer sur votre valeur au sein de l'entreprise. Donc, se concentrer sur votre business, c'est un vrai atout aujourd'hui dans des marchés qui sont des fois très compétitifs. Très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire, n'ayant toujours pas plus de questions. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Il sera accessible sur notre chaîne YouTube pour ceux qui souhaitent revoir d'un petit peu plus près les différents scénarios. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter si toutefois vous avez des questions ou des projets sur lesquels vous souhaiteriez des compléments d'information. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup Manuel, à très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne journée à vous. À bientôt, au revoir.